Donald Trump, star honnie des médias, cauchemar. Voici maintenant un point de vue singulier, celui de Mathieu Bock-Côté. Bonjour, vous êtes sociologue, vous signez des éditos dans le Journal de Montréal. Vous êtes en direct de Montréal. Alors pour vous, la victoire de Donald Trump est une révolution. Pourquoi ? Alors, je l'explique dans un contexte plus large. C'est-à-dire, voyons ce qui se passe en ce moment, l'émergence des mouvements populistes, pour le dire ainsi, en Europe, de la question identitaire, le Brexit en Grande-Bretagne et aujourd'hui, l'élection de Donald Trump. Et il faut bien comprendre ce que ça signifie. C'est-à-dire, voilà un candidat anti-système, manifestement, qui était l'objet d'une détestation généralisée du système médiatique, disons-le ainsi, et qui était capable de retourner ça à son avantage. Je m'explique. Il y a une telle aliénation, disons ça ainsi, dans les classes populaires, dans les classes moyennes, que plus on critiquait Trump et plus il retournait à son avantage cette critique. Donc, on le retrouve aujourd'hui qu'un candidat anti-système à la présidence. Et il y a une chose de plus qu'on doit noter, c'est le personnage lui-même est fondamentalement inquiétant. C'est un aventurier mégalomane, c'est un démagogue de la pire espèce à bien des égards, et on peut croire que beaucoup d'Américains le sentiment d'exaspération envers les élites politiques américaines personnifiées par Hillary Clinton était à ce point élevé que plusieurs ont probablement voté en transcendant ou en dépassant, disons ça ici, leur dégoût légitime pour le personnage. Alors, pourquoi dis-je révolution? Parce que c'est effectivement une dissidence massive de grands pans de la population américaine par rapport à leurs élites qui étaient d'un tout autre côté. Le problème pour lui désormais, c'est qu'on ne gagne pas la présidence d'un pays sur le mode de la révolte populiste comme on peut la gouverner. Il va devoir connaître une telle métamorphose qu'on se demande comment il pourra enfiler les habits présidentiels. Alors vous dénoncez aussi ce mépris envers les électeurs de Donald Trump. Vous dénoncez, je cite dans votre dernier édito, un festival de haine. Est-ce que les médias, les élites n'auraient toujours pas compris, n'auraient toujours rien compris? On peut, comme on l'entend souvent dans le discours médiatique, on va dire Trump, c'est la victoire du racisme, du sexisme, de la misogynie. On peut faire la liste des termes. Et je dirais que quand on dit ça, on fait une analyse pour conforter sa propre valeur morale. Bon, c'est une manière comme une autre d'aborder, c'est ce qu'on appelle la diabolisation. On peut aussi chercher à comprendre comment et pourquoi un personnage aussi détestable, un personnage aussi inquiétant, un personnage aussi sombre est néanmoins parvenu à amener vers lui 50% de l'électorat américain. Et si on cherche à comprendre ça, il faut chercher à comprendre les angoisses auxquelles il répondait. Angoisse devant la mondialisation, devant la désindustrialisation des États-Unis, angoisse devant l'immigration massive, angoisse devant le terrorisme ou l'islam radical. Donc Donald Trump a été capable, et je crois que c'était sa force, il a été capable de s'emparer de préoccupations présentes dans une bonne partie de l'électorat américain, une des préoccupations auxquelles les élites politiques en général ne faisaient pas droit. Et on est donc dans cette situation paradoxale où on a un homme politique qui a joué cette carte-là, qui était capable de s'emparer donc des préoccupations populaires et se faire élire sur cette question-là. Mais Donald Trump n'est pas un homme structuré intellectuellement, non plus qu'un homme structuré politiquement. Et la question qu'on peut se demander maintenant, c'est que veut-il faire de son mandat? C'est loin d'être évident. Il a multiplié les déclarations hasardeuses, pour le dire poliment d'un euphémisme, pendant la campagne présidentielle. Quel mandat veut-il exercer désormais? Comment peut-on gouverner un pays contre l'ensemble des élites de ce pays? On est dans un moment politique qui est fascinant à analyser et qui est inquiétant aussi pour quiconque a à cœur des démocraties apaisées. Et est-ce que vous pensez que c'est une lame de fond, cette colère des peuples? Je crois qu'il y a une forme de critique massive de la mondialisation qui s'exprime de plusieurs manières aujourd'hui. Dans tous les pays occidentaux, ce qu'on appelle le sentiment protestataire est en train de flamber. Alors là, ça donne une responsabilité immense aux élites. C'est-à-dire, Donald Trump est impossible si on ne le pense pas sous le signe de la conséquence d'une forme de dérive des élites américaines. C'est de la même manière, on pourrait dire que les mouvements populistes en Europe sont impossibles si on ne pense pas à la dérive des élites politiques européennes. Alors, de ce point de vue, je pense que les élites politiques sont invitées à avoir une responsabilité immense si elles ne veulent pas voir la protestation flamber, si elles ne veulent pas voir la protestation se massifier. Elles vont devoir répondre aux angoisses qu'un personnage comme Trump a été capable de canaliser. Donc, la question qui se pose finalement, c'est il faut être capable de distinguer entre le personnage lui-même, aussi inquiétant soit-il, et les raisons qui ont poussé beaucoup de gens à l'appuyer malgré tout. Mais est-ce que ce n'est pas inquiétant aussi, ou est-ce qu'il y a un repli identitaire? Est-ce que vous n'y voyez pas un repli identitaire, ce vote Trump?
C'est une formule, vous me pardonnerez de vous le dire, mais je ne sais jamais exactement ce que ça veut dire. C'est-à-dire critiquer une immigration massive et légale, ou encore critiquer les excès de la mondialisation, ou plaider pour le retour à certaines frontières. Je ne sais pas ce que veut dire la notion de repli identitaire, et j'irai même plus loin, en fait. Je dirais que la notion de repli identitaire est une de ces catégories médiatiques qui ne permet pas de comprendre un vote comme celui pour Trump ou encore le vote pour le Brexit. C'est-à-dire, quand on dit repli identitaire, c'est une forme d'accusation en forme de concept. Et si on cherchait à comprendre les aspirations qu'on masque derrière un tel terme, eh bien, on pourrait reconnaître désir de frontières, désir d'identité, désir d'autorité. Ce qui est malheureux, encore une fois, c'est que ces désirs qui ne sont pas condamnables en soi s'expriment aujourd'hui à travers un personnage qui est une forme de bouffon colérique. Et vous déplorez que chaque camp se soit lancé dans une guerre des races, une guerre des sexes. Et pourtant, on peut voir que la communauté noire aux États-Unis n'a pas vraiment bénéficié de 8 ans de mandat de Barack Obama et qu'aujourd'hui, elle est inquiète, à tort ou à raison? Un instant, ce que je dis quand je parle de... Si vous savez, aux États-Unis, c'est pas comme en France de ce point de vue. Les statistiques ethniques, appelons ça comme ça, sont comptabilisées de 1000 manières. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est depuis l'élection de Trump, on dit que c'est une victoire des hommes blancs de 50 ans, et là, on a ajouté parmi les coupables les femmes blanches. Bon. Alors, si on décide de comptabiliser ainsi l'électorat en racialisant la politique, en racialisant les comportements électoraux, moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'y vois une autre dérive d'un certain antiracisme qui, sous prétexte de lutter contre le racisme, enferme chaque groupe dans son identité ethnique, pour le dire ainsi. Ce qui est inquiétant, cela dit, pour la question des Noirs américains, je pense que c'est une question qui est vieille de plusieurs siècles. C'est le péché originel de la nation américaine, c'est le drame insurmontable de la nation américaine, et au moins, me semble-t-il, l'héritage positif de Barack Obama, ça aurait été d'être un président qui aura redonné toute sa dignité à la communauté noire, qui l'aura sorti de l'exclusion politique. Aujourd'hui, cela dit, 8 ans plus tard, il va falloir faire le bilan. Mais me semble-t-il que quand va venir le temps de faire le bilan de la présidence de Barack Obama, il va falloir faire un bilan, à mon avis, certainement pas systématiquement critique. Voilà un homme qui, à sa manière, a été capable de tenter d'amorcer une réconciliation américaine, mais manifestement, elle n'est pas terminée. Merci Mathieu Bock-Côté d'avoir été avec nous en direct dans 64 minutes.